Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour le deuxième Rex 3615 OKR. On avait déjà accueilli Kiabi avec une brochette de Joanne. Donc aujourd'hui, on accueille Violaine Bocas, qui est responsable transformation et processus à la Fondation de France, qui va nous partager son expérience des OKR, parce qu'on sait que en théorie, c'est facile, les OKR. En pratique, c'est un peu différent. Donc voilà, merci beaucoup Violaine, et je te laisse le micro. Merci. Bonjour tout le monde. Et merci pour cette invitation. Je vais du coup présenter un petit peu la Fondation de France rapidement et puis notre courte aventure OKR, parce que c'est la deuxième année qu'on est, on va dire, en production. J'y vais. La Fondation de France, donc en très bref, parce qu'on pourrait la pitcher pendant un petit moment, c'est une fondation reconnue d'utilité publique. On existe depuis plus de 50 ans, depuis 1969. On a 250 salariés, donc c'est une grosse PME. Et on est indépendant et privé, et on agit grâce à la générosité des donateurs, donc ça n'a rien de public. Même si l'intention et l'impulsion avaient été données en 69 par Malraux, qui était ministre de la Culture, pour faciliter la philanthropie privée en France par rapport à d'autres modèles anglo-saxons qui étaient beaucoup plus dynamiques à l'époque. Donc, on a une mission qui se décline en deux offres, si je fais le parallèle, parce que ça fait 10 ans que je suis à la Fondation de France, mais juste en préalable avant, j'étais plutôt dans les télécoms et dans la relation client, chez Orange, puis chez Darty, avec le service client Darty Box. Donc, on a deux missions, accompagner et transformer toutes les envies d'agir en actions d'intérêt général efficaces. Ça se traduit par une spécificité qui est la nôtre, et on est peu nombreux à le faire, c'est de l'abri de fondation. On est une fondation abritante et la plus grosse. Donc, on a près de 1000 fondations abritées qui sont un peu nos abonnés. On les aide au quotidien à opérer leur fondation, un petit peu, comme la Fondation Cartier, la Fondation McDo, Nature et Découverte, ou beaucoup quand les fondateurs, qui sont pour la majorité des particuliers, sont décédés et nous ont légué la charge de mettre en œuvre leur fondation. Donc en gros, 1000 fondations abritées, et puis on a des programmes d'action en propre, comme une autre ONG par exemple, dans tous les domaines de l'intérêt général. Et on a regroupé ça depuis peu. Je pense que c'est un peu petit, mais c'est pas grave, en 9 grandes causes et donc des programmes d'action. On est très connu pour les urgences, Mayotte, les Philippines, les Antilles, etc. Dès qu'il y a Notre-Dame, enfin dès qu'il faut collecter et agir sur une urgence et en post-urgence, mais aussi les personnes âgées, les nouvelles générations, la transition écologique, la recherche médicale, etc. Ça représente, si je faisais le parallèle, notre chiffre d'affaires, mais ce n'est pas un chiffre d'affaires, c'est 350 millions d'euros chaque année qui financent des projets d'intérêt général, des prix, des bourses et des subventions qui vont à des associations, des chercheurs, des boursiers, etc. Ça, c'est l'ensemble de l'écosystème Fondation de France, donc les fondations abritées et nos programmes. C'est 12 000 projets financés et c'est donc 1000 fondations et nos programmes. Ça, c'est en très rapide pour vous dresser le portrait de cette organisation. Alors, pourquoi les OKR? C'est qu'on est dans un contexte de très forte transformation, et ça depuis un petit moment. Je l'ai synthétisé en une slide. En 2017, il y a une nouvelle directrice générale, Axel Davzac, dont je dépends, qui est arrivée, qui, après 25 ans de la direction générale de Francis Charon, qui avait beaucoup structuré l'activité de la Fondation de France. Donc, elle a posé un diagnostic sur l'orga et puis elle a lancé un premier exercice de plan stratégique 2018-2022, très réussi en termes de résultats. Il faut savoir qu'on a des courbes de croissance qui feraient pâlir d'envie n'importe quelle organisation du secteur privé. Je pense qu'on a fait, je sais pas, x2 en volume depuis 10 ans.
voire même plus, je sais même, je ne l'ai même pas calculé. En tout cas, voilà, tout va bien. Nous, on a une activité en croissance, et tant mieux, puisqu'elle est pour l'intérêt général. Et voilà. Donc, on est très content de notre mission et de notre performance, si je puis dire. En tout cas, je vous l'ai mis en tout petit, mais la tête, ça, c'était le schéma qui représentait notre plan strat de 2018. Il y avait donc 5 axes et 3 en. Voilà, ça faisait un espèce de canevas de 8 trucs qui étaient transversaux et machin, croisés, beaucoup trop compliqués à suivre en tout cas et à mettre en œuvre. Mais c'était surtout, ça a mis en mouvement l'organisation. Notamment en termes de transversalité, c'était très siloté, de culture managériale. On a posé un certain nombre de choses sur l'évolution de l'organisation, on a rerangé des choses. Lancé aussi un mouvement qui avait été déjà lancé quelques années avant de culture client, même si ça peut paraître étonnant dans notre secteur, mais nous, on gère donc 900 fondations avec des portefeuilles de fondations et donc voilà. Et on a lancé aussi l'international avec des bureaux essentiellement pour la collecte à New York, Hong Kong, et puis ça continue avec bientôt le Canada et la Belgique, l'Angleterre, etc. Voilà, donc en gros, une phase de mise en mouvement, mais pas mal de silos et de la complexité dans ce plan stratégique, dans la manière d'opérer la transformation. Mais c'était un stade inévitable. Et puis, 2020, le Covid, on a changé l'organisation en étant confinés. On a fait la plus grosse collecte à l'époque historique de la Fondation de France pour le Covid, justement. Et donc, la mise en œuvre. Et voilà. Et on a initié déjà des profonds projets de transfo qui étaient naissants dans le précédent plan stratégique. Une nouvelle offre, une nouvelle stratégie de mission sociale, c'est ce qu'on appelle notre mise en œuvre, un nouveau modèle, un ajustement du modèle économique. Et puis, comme on s'ennuyait, on s'est dit, on change le SI intégralement, avec des sujets d'obsolescence et puis de porter le truc. Et puis, on va aussi changer de locaux, parce que tant qu'à faire, autant tout changer en même temps. J'ai la joie de coordonner ce bel ensemble. Et pour ça, donc ça, c'était déjà, on a lancé, on va dire, les exercices un peu stratégiques sur ces sujets-là, parce que architecture du SI, architecture des locaux, etc. Donc, on était plutôt sur une phase de réflexion. Et en 2023, enfin 22-23, on s'est dit, bon, on sait exactement ce qu'on va faire et ça va nous occuper pour quelques années. Mais on a un conseil d'administration bénévole qui contrôle notre activité de près. Et on s'est dit, il faut quand même qu'on repose, qu'on remette du sens dans ces projets, qu'on repose la vision. En fait, on sait ce qu'on veut faire, mais reformuler pourquoi on veut faire ça et où on veut arriver était utile et nécessaire. Et même si on pense que faire des plans stratégiques à 5 ans, ça commence à être un peu démodé dans un monde extrêmement VUCA, volatile et incertain, et voilà, il faut néanmoins quand même faire un exercice de vision pour aligner l'ensemble des parties prenantes sur la direction, le cap. Mais on avait déjà ces projets quand même assez balèzes en magasin. Et donc, et cet exercice a été extrêmement utile, même si on se dit, ouais, ça va aller vite. Et c'est pour ça, et c'est là que les OKR sont arrivés dans l'histoire. Donc, en 2022, j'ai eu l'intuition, on est plusieurs dans l'organisation à avoir entendu parler des OKR pour différentes raisons. Moi, je ne sais même plus pourquoi. À l'origine, c'était la première fois, c'était en cherchant je crois, un outil de base de connaissances, et j'étais tombée sur je sais plus, une appli avec un commercial qui me dit ah oui, mais en fait, nous, c'est un peu particulier parce que c'est plutôt un truc pour mettre en œuvre les OKR. Je ne savais pas du tout de quoi il parlait. Donc, j'ai commencé à regarder. Et puis, il se trouve que le directeur de l'action philanthropique, qui est la grosse direction qui met en œuvre les missions sociales et qui vient de l'humanitaire, avait aussi entendu parler des OKR, parce que dans l'humanitaire, c'est le cadre d'impact cadre logique, le modèle, le framework qui existe depuis longtemps, mais il avait commencé à percevoir ce truc-là. Et puis, voilà, on était plusieurs, et puis les copains du marketing aussi. Donc, on s'est dit,
en fait, on avait une intuition que ça pouvait nous servir à piloter la stratégie des missions sociales ou notre stratégie de transformation, mais on ne savait pas trop. Et donc, on s'est formé une demi-journée j'ai embarqué 2 directeurs, le DRH et le directeur, donc je vais appeler les opérations, et puis quelques managers et quelques chefs de projet, enfin des gens voilà, que moi j'appelle, pour résumer, les transformers, qui sont un peu mes relais. Et on a fait une demi-journée de formation, d'acculturation, et ça a été quand même assez essentiel. À chaque fois, Juliette me redit, non mais ça c'était une très bonne idée, donc voilà, je le sais maintenant qu'effectivement c'était une bonne idée parce que j'avais le framework OKR, j'avais retenu l'essence avant de faire travailler l'organisation sur la construction de la vision et de la roadmap stratégique. Et il y a notamment un truc que j'avais vraiment en tête, c'était 3, plus 1, moins 1, mais pas plus, quoi. Et donc, certainement pas, à nouveau, 8 axes, 12 sous-axes, etc. Et j'ai vraiment gardé ce truc en tête tout le temps, et sans en parler à personne. Et je les ai martyrisés. À chaque fois, on avait, je sais pas, 5 sujets. Enfin, on faisait vraiment en design thinking en plus. Et on est arrivé à reposer finalement 3 axes et un socle. Je vous ai tout mis en tout petit, mais on pourra en reparler éventuellement. Donc, on a travaillé la vision basée sur les besoins clients. Enfin, on a changé de point de vue, on s'est décentré et on s'est dit quelle est la promesse et quelles sont les preuves. On a travaillé sur le rôle que ça entraîne. Et en fait, c'est un vrai changement de rôle pour la Fondation de France, du triangle rond, j'appelle ça comme ça, c'est-à-dire d'organisation experte et sachante à un animateur d'écosystème. Après, on a travaillé les dynamiques de changement, les polarités, les enjeux internes-externes, le fait que ça soit un peu organique entre les changements internes et externes. On est très changement systémique. Maintenant, la Fondation de France, c'est un peu le driver justement de la refonte de notre stratégie. Et la feuille de route stratégique, donc avec des livrables et des projets. Donc, on a reposé ce truc-là et avec le modèle OKR en arrière-plan. Et puis, quand on avait fait valider ça par notre conseil d'administration, on avait la vision, les concepts, la roadmap. On s'est dit, moi j'étais convaincue qu'il nous fallait une méthode de pilotage de la transfo. On le faisait depuis quand même des années, on a des copiles, des machins, hein, mais qu'il fallait changer un petit peu. Et donc, on s'est dit, on va tester les OKR. C'est là que j'ai cherché une coach qui m'a beaucoup détendue sur le sujet, en me disant, mais finalement, c'est pas très compliqué. Et on a choisi, en tout cas, de l'appliquer aux OKR stratégiques et à un rythme annuel. Il y a eu un test aussi en même temps sur des OKR, on va dire, tactiques dans une équipe, en test. Ils ont défini leurs OKR, ils n'ont pas mis en place les rituels pour les suivre, mais ils sont quand même arrivés au résultat. Voilà. Mais ça n'a pas vraiment pris pour le moment. Mais en tout cas, sur la partie stratégique et en annuel, ça a été notre choix. Et on a travaillé ça en même temps que j'appelle ça nos rituels collectifs et les flux d'informations. On a retravaillé aussi sur les instances de pilotage, parce que quand on commence la transfo, il y a chacun se dire, je vais faire un comité projet. Mais nous, des projets, on en a 5 majeurs, plus plein d'autres. Donc, si chacun fait ça, à l'échelle d'une organisation de 250 personnes, c'est pas possible. Plus le CODIR, qui était aussi en mutation. J'avais déjà une instance qui s'appelle le COPOT, le comité de pilotage opérationnel de la transformation, avec, on va dire, les chefs de projet majeurs et quelques représentants métiers. Donc, en tout cas, on a retravaillé les flux en se disant, OK, les sujets, comment ils circulent et où est-ce qu'ils sont pilotés et comment ça s'articule. Mais ça, c'était même avant les OKR. On avait travaillé sur nos rituels en se disant, tous les copiles, est-ce que c'est bien efficace ? Et on est arrivé et finalement, on a pris les deux, on a atterri en même temps. Donc, la première année, c'était 2024. On avait validé la vision, on avait partagé avec tout le monde. On avait à peu près organisé nos réunions et nos instances. Et puis, on s'est dit, OK. Et on avait notre roadmap avec des projets,
d'accord, ok, transformation du SI, transformation des locaux, nouveau barème pour les fondations abritées, etc. Et là, finalement, on a fait un atelier. J'ai demandé à Juliette pourquoi, je me suis dit, mais je ne sais plus, peut-être un, puis peut-être un deuxième quand même, mais un premier où on est parti. C'était un atelier, Violaine. Vous Oui, savez mais je pense que j'ai dû repasser une petite voiture balai derrière avec la copie, mais on a fait beaucoup plus. Mais effectivement, c'est facile parce que comme on venait de travailler la roadmap et la vision avec ce framework, j'avais moi mes 3 patates que vous voyez en haut là, enfin c'est des pétales, mes feuilles de mon arbre, elles étaient déjà formulées un petit peu comme des objectifs puisque c'est révéler les envies d'agir, collaborer et amplifier l'impact. Donc ça, nos objectifs stratégiques, ils étaient déjà formulés comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Et on avait déjà l'ensemble des projets derrière. Donc, ça a été essentiellement un sujet de priorisation, de se dire, bon, on a plein de trucs à faire et finalement, qu'est-ce qu'on choisit, quoi? Et un sujet de formulation. En fait, c'est ça que je trouve finalement être le vrai gap par rapport à un truc assez classique de roadmap. Où on se dit, voilà nos priorités cette année, ça a été de dire, OK, mais c'est quoi le résultat attendu? C'est comment, en fait, c'est de changer la formulation. Notamment, je sais plus, le directeur du développement qui a toujours un plan d'action hyper cadré pour ses équipes qui sont, je sais pas, faire 30% de collecte en plus. Il a fallu vraiment lui retourner le cerveau, même pour lui, c'est le plus difficile, alors que c'est mon meilleur client, il était là, attends, ouais, non, c'est pas ça l'idée, donc d'accord, il faut que je remonte d'un cran. Donc c'est plutôt cet exercice de comment on formule le truc qui était difficile. Après, le reste, c'était relativement facile. Et vous allez voir, je continue mon chemin, mais évidemment, il y avait quelques écueils. Donc, un atelier Codir, une copie. Après, j'ai dû repasser quelques fois quand même avec ma copie. Et puis surtout, d'ajuster les pilotes, qui étaient quand même les chefs de projet. Il faut que je précise quand même que sur la majorité de nos OKR, ce sont des projets. Ce n'est pas de la transformation du run. Donc, nos livrables, c'est des projets. C'est avoir des nouveaux locaux, avoir un nouveau système d'information. Et donc, l'exercice, il était essentiellement sur quel livrable on crante pour cette année, voilà. Et qui est responsable de quoi. Donc, première copie. En février, on a eu, je pense, à définir nos modes de suivi, là, Copote, Codir, est-ce que je passe tous les mois, un fichier Excel qu'on a formaté avec l'aide de Juliette. Et puis, on est parti, quoi. Et en février, un truc de partage avec l'ensemble des collaborateurs pour expliquer, voilà le cap, et voilà. Mais à ce stade, on ne parlait jamais d'OKR. Je me suis dit, on a une culture relativement ancienne quand même, on n'est pas une start-up. Il y a eu souvent des modèles qui sont arrivés de méthodo, d'agilité, de scrum, de machin et tout. Et à force, je me suis dit, si j'arrive avec un nouveau modèle en disant, attention, ça va être génial, vous allez voir, ça va tout résoudre, je me suis dit que ça ne marcherait pas, d'autant plus que certains n'aiment pas les anglicismes. Donc, Juliette m'avait beaucoup détendu en disant, c'est pas grave, tu parles d'objectifs et de résultats clés. Donc moi, j'étais objectifs et résultats clés. Ce qui est très drôle, c'est que là, maintenant, tout le monde me parle des OKR. Moi, j'en ai jamais parlé. Voilà, mais si j'avais donné quand même l'idée, mais en fait, c'est devenu, ça y est, on a dépassé ce petit détail. Voilà, donc on partage avec l'ensemble des collaborateurs et nos parties prenantes en expliquant ce sont nos priorités de l'année et les résultats qu'on veut obtenir. Et ça passe très bien. Donc, on avait notre copote, notre codir. On avait défini qu'on faisait un suivi mensuel en copote, on se voit tous les 15 jours, mais qu'on préparait en gros les résultats et que le codir était autonome pour se faire un petit point mensuel sur les OKR. Bon, ça ne marche pas. Ils ne sont pas autonomes, ils oublient si j'y vais pas et que voilà, donc ça c'est un autre apprentissage, mais en tout cas on a fonctionné comme ça pendant l'année et puis on s'est rodé sur nos trucs et petit à petit on s'est dit bon on va faire une petite rétrospective trimestrielle. Non, au début c'était semestriel, c'était en juin, on s'est dit ok on se fait un moment d'accostage tous ensemble avec un peu plus de monde, que j'ai appelé manager clé.
Et là, on s'est dit, ah, mais c'est vachement sympa de se parler tous ensemble et puis d'ajuster, c'est hyper utile et tout. Je peux te dire, à ce moment-là, ma boss est ressortie du truc et la DG, elle me dit, oh, non mais Violaine, c'est génial ces OKR. Je dis, ok, cool. En fait, plus en termes de changement culturel, d'efficacité dans la manière de piloter par rapport à ce qu'on avait avant, les grands messes, les 8 axes, les machins, voilà. Donc, en juin, on s'est dit, ah ouais, c'est quand même pas mal. Et c'est venu tout seul de l'Assemblée. Ça serait quand même bien qu'on se fasse ça plus souvent. Donc, on s'est dit, on se revoit en septembre. Et puis, bon, en gros, c'est devenu trimestriel. Cette petite rétro OKR où on se dit, je crois que Juliette est venue animer la première avec moi. Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette, qu'est-ce qu'on crée. Et puis, nous, c'était surtout qu'est-ce qu'on trie. Et à chaque fois, on a ajusté la formulation et on a ajusté des trucs qui rapidement, on s'est dit, mais finalement, ça, c'est un KPI et ça n'est pas un OKR. Donc, hop, on le met en KPI. Et puis, d'ajuster, c'est tout. La formulation, le résultat attendu et quelques livrables. Voilà. En parallèle, il y avait un des projets je ne citerai pas, qui était quand même bien embourbé, comme beaucoup de projets technologiques. Pas du tout à cause des OKR ni de notre mode de pilotage, mais pour plein de raisons. Que quand on engage certains gros projets de transformation, l'effort est un peu sous-estimé au départ. Et donc, ça a quand même... c'est venu pas mal challenger nos modes de pilotage et voilà, si tout avait été au vert, je pense qu'on n'aurait rien changé. Mais là, comme il y en avait un qui frottait sévèrement, du coup, on dit oui, ça sert à quoi le copote, ça sert à quoi le codir, qui décide, pourquoi ça ne marche pas, etc. Et ça nous a pas mal activé en fin d'année. Mais on a fini l'année, je vous montrerai après si vous voulez les voir, je les ai mis en annexe, voilà, mais vous l'avez en bas de l'écran avec des petites pastilles vertes pour tout ce qui était à peu près atteint et puis orange sur ce qui était moyen, mais on était quand même globalement content du résultat obtenu sur les projets majeurs. Deuxième année, donc cette année, je n'ai pas changé le titre, pardon, 2025, année 2. Alors, je m'y suis pris un peu différemment maintenant. C'est en novembre-décembre, on a retravaillé la roadmap. Je demande à tous les métiers via le COPOD de remplir l'ensemble des projets qui leur semblent sujets, projets qui les activent, qui les animent, qui sont dans leurs besoins. Je fais un premier tour des popotes, je dédoublonne, je pré-priorise et je remets cette copie en fin décembre à ma boss pour son séminaire CODIR qui est au tout début janvier chaque année, pour que déjà ils vont faire un petit séminaire au vert et qu'ils passent un peu de temps. Donc j'avais passé la commande et j'avais dit voilà ce que je pense que ce seront nos OKR, un peu pré-formulés aussi. Et du coup, ils se sont ajustés sur vraiment les priorités dans certains, comment on focus, et sur la formulation. Voilà. Donc ils sont ressortis avec la copie que je souhaitais. Et on a fait un atelier de partage ajustement avec les pilotes et les managers clés, là, ma petite assemblée, où ils ont présenté leur copie, on a discuté la copie, et puis on a fait des choix, voilà. Et il y a un modèle, je vous l'ai mis en tout petit, qui est venu nous aider dans ce truc-là, qui s'appelle les 3 horizons. Ceux qui veulent aller regarder, c'est un modèle de McKinsey qui est assez ancien, mais qui navigue beaucoup autour de moi en ce moment, qui est très utile, qui permet de comprendre qu'il y a des horizons 1, un horizon 1 qui est la manière de faire nos trucs actuellement et plutôt l'horizon des KPI, un horizon 2 qui est l'incrémental et ce qu'on est en train d'améliorer, qui est l'horizon des OKR, et un horizon 3 qui serait beaucoup plus lointain, qui est l'innovation ou le futur émergent. Et juste le but de tout ça, c'est que ces 3 horizons cohabitent, mais n'ont pas les mêmes logiques. C'est un truc qui marche très bien avec les OKR et ça les a aidés, en tout cas, ça nous a aidés à ranger les trucs en se disant, OK, c'est pas qu'une histoire de priorité, c'est qu'il y a des choses qui sont de l'amélioration de l'horizon 1, du court terme. Nos OKR, ils sont vraiment sur le 2, sur ce qu'on transforme. Et il y a aussi des sujets d'innovation qu'il faut qu'on travaille en horizon 3 et qui sont dans le champ, mais
Donc, ça permet un autre relief dans la priorisation des trucs. Parce que un des apprentissages de la première année, c'est qu'on avait trop d'OKR, bien sûr, comme je pense tout le monde au départ. Et ce qui était exprimé, c'était c'est trop à plat, on ne voit pas les liens. Finalement, ça manque de relief et de liens. Voilà, donc on a fait cet atelier de partage ajustement fin janvier, puis un deuxième finalement plus sur le mode de pilotage. Finalement, c'est là que ça a frotté, pas mal, mais c'était très utile en se disant est-ce qu'on garde notre mode codir, copote, parce que qu'est-ce qu'on améliore? Et on a tout changé. Et on a eu toujours un moment de partage en février avec les collaborateurs sur les priorités de l'année. Donc, on commence lundi. On est en mars, mais bon, bref. La première réunion de suivi mensuel, on a fini mi-février de s'aligner sur la modalité et on a décidé 2 choses. Une fusion, on a une seule instance de suivi mensuel et ça, en fait, c'est une petite révolution en soi, culturelle. Ce qui veut dire, et c'est parce qu'il y a une volonté aussi du DG, enfin de l'ADG, c'est de dire le CODIR n'est plus l'instance absolue de pilotage de l'ensemble, mais ça reste un groupe d'arbitrage. Par contre, les pilotes Docker, doivent passer il y a du temps de CODIR hebdo consacré à tous les sujets de transfo ouverts où ils vont poser leurs copies, leurs problèmes, leurs trucs. Voilà. Donc, 1 heure hebdo de discussion de sujets de transfo et un truc mensuel de pilotage, je sais pas comment c'est, de rétrospective, de partage des OKR. Voilà notre dispositif. Et en gros, petit bilan à date. Donc, sur l'année 1, on s'est dit, on en a trop, finalement, mais ça a été une vraie aide à la priorisation, parce qu'on en avait trop, mais beaucoup moins qu'avant. Et ça a été vraiment une technique qui permettait de dire, non, mais en fait, arrêtons de vouloir tout faire et sur quoi on se concentre et de manière beaucoup plus graduée. Et ça, c'est hyper précieux. Des revues trimestrielles qui ont permis le tri et l'ajustement et l'alignement collectif. On avait ce mode de reporting qui est resté la première année un peu trop à part, un peu artificiel par rapport à pas assez intégré pour moi ni aux autres modes, c'est-à-dire que chacun suivait son projet ou ses KPI d'un côté, puis on remplissait le truc OKR. Donc on va essayer d'améliorer ça. Notre pilotage par 2 instances qui ne se parlaient pas assez, qui n'était pas assez autonome. Et puis, en tout cas, ça a permis d'ouvrir la culture aussi de l'amélioration collective, même s'il y a encore, j'ai mis des codes au tableau, c'est que dans les rétros, c'est encore un peu, bon, alors je viens de présenter mon truc, et puis ceux qui se sentent concernés, voilà, les autres font leur mail, et puis ils attendent un peu la validation de la maîtresse, quoi. Donc ça, on s'est dit, il faut qu'on trouve un truc pour que ça soit plus coporté. Voilà, mais ça a quand même beaucoup changé la manière de faire. On a moins l'impression d'aller présenter sa copie et avoir les bons points. En année 2, on a moins d'OKR et on est vraiment sur les priorités de transformation. Ça a encore permis de focuser, quoi. On a ce glissement sémantique. Alors, maintenant, OKR, c'est devenu ce qui est les priorités collectives. Et après, ils me disent, ah oui, puis le reste, c'est les horizons 1 et 3, c'est les autres projets. J'étais là, d'accord. Donc, je n'ai pas le droit d'appeler l'ensemble OKR. Bon, j'ai lâché ce combat. Si ça fait plaisir aux gens, ça me va très bien. Mais donc, OKR est devenu en fait un synonyme de nos 3 priorités, sauf qu'il y en a d'autres. Mais voilà. Donc, on se prend la tête maintenant sur du naming, quoi. Pas très grave. Petit problème. Et en tout cas, ça tire vraiment l'évolution des instances de pilotage et ça frotte un peu parfois, mais c'est ça qui est bien. Donc, nos apprentissages, c'est pour nous la manière de formuler, de s'orienter sur le résultat et l'impact, la priorisation, les rituels et le mode REX, amélioration. Ce qu'on doit mieux faire, c'est donc simplifier encore le reporting et l'intégration un peu plus organique avec le pilotage de chaque projet ou de chaque métier.
Mieux travailler les impacts croisés. Il y a un truc qu'on ne fait pas bien, pas assez. C'est au moment de la construction, vraiment l'année prochaine, c'est sûr que je vais imposer plus de temps là-dessus, c'est que chacun formule en quoi il peut contribuer à l'OKR de son copain, ou en quoi il est impacté, etc. Parce que ce truc-là, et ça favorise, enfin je ne sais pas si ça favorise, mais en tout cas ça n'aide pas à déconstruire le côté quand même très silo encore de nos projets. Et puis, le coportage, comme je vous disais, lundi, je teste. J'ai décidé que j'avais une victime à chaque réunion mensuelle qui est co-anime avec moi, prise au hasard. Je les préviens un tout petit peu avant. Mais en tout cas, je n'anime plus seule, parce que sinon, ça devient mon sujet ou celui de la DG. Et puis le mode rétrospective où on s'est demandé, même si on n'allait pas demander à quelqu'un de présenter l'OKR de l'autre et inversement pour éviter ce côté je vais au tableau parler de ma copie. Voilà, et puis j'ai presque fini. Nos bénéfices, donc la priorisation, l'alignement et la clarté, ça c'est sûr. Le dialogue entre les sujets, puis le fait de vraiment favoriser les discussions. La transversalité et la culture du REX, je l'appelle, mais on se questionne sur ce qu'on améliore et pas juste ce qu'on a bien fait, pas le fait. Les facteurs clés de succès, alors il y en a qui m'ont été soufflés parce que je n'en avais pas conscience, mais effectivement, donc se former avant de travailler une vision, un plan stratégique, c'est hyper utile, et de garder le truc en tête, les bonnes idées. De prendre un coach pour nous aider à lancer, se rassurer. Franchement, on n'a pas beaucoup travaillé ensemble, hein, Juliette, et je ne sais pas, de se compter en heures, hein, quelques dizaines, même pas, je sais pas, quelques heures. Mais c'est hyper utile parce que finalement, voilà, c'est plus se rassurer. Moi, j'étais rassurée parce qu'elle était là à côté de moi. Mais finalement, c'était pas. Et nous lancer en tout cas et nous détendre. D'avoir un rôle transverse, je n'ai pas dit une personne, hein, mais en tout cas un rôle dédié à la transformation et au pilotage, ça c'est sûr que ça aide. Nous, c'est l'idée de la création de mon poste il y a 4 ans, c'est qu'avant on galérait pas mal, ne serait-ce que sur la roadmap. Donc, quelqu'un qui se lève le matin en se disant que c'est son job, ça c'est sûr que ça change tout. Une DG et un CODIR très, très, très sponsor de la transformation, évidemment. Et donc, qui ont envie de faire bouger les instances, qui ont envie de faire des OKR et qui ont envie que ça avance. Un contexte de transfo, donc à 5 ans, ambitieux. Et puis, le fait qu'on a intégré cette méthode, donc on n'a pas parlé de méthode, et on a intégré ça dans nos rituels existants, liés au fait qu'on les avait déjà. Et ce n'est pas un truc qu'on s'est rajouté en plus. On va tester peut-être, en tout cas, je pense que ça va commencer à ruisseler parce que je vois pas mal de sujets plutôt de run où je me dis, mais en fait, ils font des plans d'action où il y a 27 points et on pourrait tout à fait les aider à le faire en mode OKR. Donc, ça va commencer à ruisseler. Ce n'est pas forcément une ambition, une intention, mais en tout cas, je pense que spontanément, comme ça marche et que ça prouve que ça marche et que c'est facile et que ça paraît simple, ça va faire des petits dans les équipes. Voilà. Et puis nos outils, de manière très simple, c'est un fichier Excel. Et encore, je suis même en train de me demander si je ne vais pas le faire sauter cette année, s'il est vraiment utile. On va le garder, on va le maintenir avec mon collaborateur Étienne, mais on va s'en occuper nous, mais on ne va pas demander au chef de projet de le remplir, je pense, parce qu'on a favorisé plutôt des fiches de suivi où on pose un certain nombre de questions d'amélioration. Des réunions mensuelles avec un cadre adapté au pilotage, enfin voilà, au rituel, mais qu'on adapte aussi à chaque fois. Et puis des pilotes engagés quand même, parce qu'un des facteurs clés, c'est qu'il y a des gens qui portent leur truc, quoi. C'est sûr que sinon, ça ne marche pas. Et voilà. Et je vous ai mis, pour finir, les 37, dans les temps. Ça, c'était nos OKR 2024. Donc, il y en avait 9. Au début, il y en avait 10. Ça, c'est le résultat à la fin de l'année. Ça, c'était au début. Ça, c'est en 2025. Bon, ils nous disent qu'il y en a moins, mais en fait, il y a les autres projets derrière. Donc voilà, quand je vous parlais de classement sémantique, c'est oui, alors on a 3 priorités, mais qui déjà se déclinent à chaque fois en 2.
Et puis après, et puis on a les autres projets, oui d'accord, donc qui sont certes moins prioritaires, mais qui existent. Mais en tout cas, c'est pour que vous voyez, on a rangé par horizon et ça donne pas le même niveau en fait d'implication et de transversalité et d'implication collective. La petite fiche que je leur ai préparée pour lundi, que j'ai testée moi-même sur les régions, avec la partie en gros météo de mon projet, les livrables et leur avancement, le planning, il y a une animation, et les questions qui sont qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qu'on doit améliorer, est-ce qu'on a une demande, une commande ou besoin d'aide? Ça, c'est pour demander, résoudre les blocages entre les métiers et les directions. Est-ce qu'on a un besoin d'alignement, de validation et quelles sont les prochaines étapes de com ou de partage avec nos différentes parties prenantes. Et puis juste pour finir, pour vous montrer, ça c'était l'atelier de fabrication, de construction de janvier. J'aime beaucoup les métaphores culinaires et donc je leur avais dit en fait à quoi on doit aboutir dans l'absolu et aujourd'hui, voilà, c'était le menu, donc ça on l'avait, c'était ce que on avait pré-priorisé. Il fallait qu'on définisse les plats et les recettes, en gros, le cadrage affiné, machin, qu'on identifie les chefs et les brigades, et la coordination et le pilotage, et la com et le partage. Sur la première session, on a fait partage du 1, les plats, les chefs et les brigades, enfin non, même les chefs et les brigades. Les plats, on s'est dit, ils vont le travailler dans leur coin, et puis pour rigoler, ça c'était le nuage de mots de l'humeur ce jour-là. Donc, vous voyez ce qui ressort, c'est quand même alignement, fluidité, priorité, clarté. Enfin, en tout cas, c'est leur besoin. Et juste pour rigoler, on aime bien avec Étienne, on se barre, on va au bout de nos trucs. J'avais acheté des tabliers et des tocs pour tous les pilotes, ce qu'elles ne savaient pas, donc elles sont toutes ressorties comme ça. C'est que des filles, on est beaucoup de filles à la Fondation de France. Et voilà, ça c'est notre atelier de construction. Ça a un peu détendu l'atmosphère parce que mine de rien, on a l'air de bien rigoler et tout, mais comme je dis comme ça, une organisation qui se transforme, c'est une organisation qui est beaucoup sous stress, sur lequel on fait bouger beaucoup de choses et notamment des rituels bien installés. Donc, il y a quand même derrière ça, il y a une tension, il y a une ambition forte, il y a des investissements majeurs et donc il y a aussi de la tension, quoi.